C'était il y a exactement 3 ans. Barack Obama célébrait sa victoire à la présidentielle américaine devant des milliers de fans et des millions de téléspectateurs. Un triomphe qui s'est déroulé dans sa ville, Chicago, là où il a construit sa carrière politique, un fief démocrate par excellence. Oui, mais voilà, Chicago, comme l'ensemble des États-Unis, a déchanté. La cote de popularité d'Obama a dégringolé. Selon plusieurs sondages, à peine plus de 40% des Américains approuvent sa politique. Il lui reste 1 an exactement pour redresser la barre. C'est ce qu'a commencé à faire son équipe de campagne, installée à Chicago. Barack Obama lui-même le reconnaît, cette élection sera serrée. La situation de l'économie et le taux de chômage qui dépasse les 9% vont peser dans la balance au moment du vote. Reportage à Chicago sur les déçus de l'Obamania. Uri Schneider et Colin Rosin. This is Barack Obama, and I would like to give a message to everyone who is listening to my voice, from Chicago to D.C. Now, we are in some rough times right now. We don't have a lot of people working, and we're going to get back on our feet. But let's be frank and clear. We will get better. I won't say yes, we can again, or I won't say no, we can't. But what I will say is maybe. Let's just say maybe we can. Vous l'avez compris, ce n'est pas le 44e président des États-Unis qui parle ainsi. C'est Brian Babylon, animateur radio, chroniqueur satirique et imitateur à 16 heures. Une séquence qui montre bien à quel point Barack Obama est sous la pression des médias et de la politique. Pour Brian Babylon, le seul gros défaut d'Obama, c'est d'avoir placé la barre trop haut. Pendant la campagne électorale, il avait trouvé ce slogan « Yes, we can ». Il le répétait sans arrêt, mais il devait bien savoir qu'il ne pourrait pas tout faire. Après tout, il est le président, ni plus ni moins. Il n'est pas un roi qui peut décider tout sans rien demander à personne. Et ça, les électeurs auraient dû s'en douter. Regardez cette petite séquence vidéo, elle date du 31 octobre 2007. On y voit une vieille dame dans un meeting électoral. Cette brave dame croyait dur comme fer que Barack Obama lui payerait les traites de sa maison et l'essence de sa voiture. Bien sûr, c'est un cas extrême, mais il y a aussi tous ces jeunes gens de 18 ans qui voulaient entrer dans l'histoire comme la génération qui a élu le premier président noir. Je ne sais pas comment il va faire pour être réélu, mais ça va être très dur. C'est vrai, élire un président noir, c'était historique, mais maintenant c'est terminé. Ça n'intéresse plus personne. Ce qui intéresse surtout les gens, c'est que l'économie reparte. Et puis Obama ne pourra plus ressortir son slogan « Yes, we can ». On a bien vu que ça ne marchait pas. Alors, quel est le message qu'il veut faire passer? Quel est le message? Une question que se pose aussi Philip Jackson, militant des droits civiques pour les Noirs. Pour lui, l'arrivée d'Obama à la Maison-Blanche a éveillé d'immenses espoirs. Maintenant, c'est la déception. Au sein de son organisation Black Star Project, Philip Jackson donne des cours de rattrapage aux enfants noirs pour corriger les insuffisances du système éducatif américain. Aujourd'hui encore, il se poste devant une école. Bonjour, vous avez lu les journaux du jour? Non, pas vraiment. En fait, j'ai juste vu les gros titres. Aucun progrès dans l'enseignement de la lecture depuis 20 ans. Nous proposons des cours gratuits, tous les samedis. Merci. Ben alors, à samedi. Nous donnons des cours de rattrapage le samedi. On se concentre surtout sur la lecture. Les parents sont aussi les bienvenus. Le président a beaucoup de boulot, c'est sûr. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais je peux vous dire ce qu'il ne fait pas. Il n'en fait pas assez pour garantir que ses enfants seront bien placés dans la concurrence internationale du marché du travail. En tout cas, depuis qu'il est en poste, j'ai appris un truc. Il ne faut jamais attendre que la Maison-Blanche prenne des décisions. Si on veut s'en sortir, il faut se retrousser les manches. C'est pour ça que je suis ici. Bon, j'y retourne. Dans les rues de Chicago, cette image est devenue commune. La ville compte plus de 15 000 logements vides, à l'abandon. Étranglés par les dettes, leurs propriétaires n'ont pu honorer leur crédit. D'ailleurs, même les banques ont renoncé. Elles laissent ces biens immobiliers se dégrader. Toutes ces maisons ne valent plus rien aujourd'hui et pour Philip Jackson, c'est clairement la faute du gouvernement. Vous voyez toutes ces maisons-là? Ça valait 250 millions de dollars environ.
Tout cet argent, tous ces investissements perdus. Et le résultat, encore plus de sans-abri et plus de chômeurs. Le gouvernement Obama aurait pu intervenir. Le président aurait pu aider ces gens. Mais au lieu de cela, c'est les spéculateurs, les banques et les hommes d'affaires qui en ont profité. Et vous voyez à quoi ça nous mène. Philip Jackson s'enflamme, mais ce qu'il dit n'est pas tout à fait exact. Le gouvernement Obama a pris des mesures pour alléger la charge de la dette des petits propriétaires. Il a aussi aidé ceux qui ont dû quitter leur logement. Nous rencontrons Brian Eisenberg. Avec l'aide de la municipalité de Chicago, son organisation citoyenne rachète des logements abandonnés. Après rénovation, ils sont revendus à prix coûtant. Dans les ghettos noirs, il est loin d'être le bienvenu. Les gens sont devenus très méfiants. Ils ne sont pas intéressés. Difficile de convaincre, les spéculateurs et les banques ont laissé des traces. Voici plusieurs mois que cette maison est abandonnée. Histoire classique, le propriétaire n'arrive plus à rembourser son crédit, la banque abandonne et la maison se dégrade de jour en jour. Brian visite les lieux avec prudence. Pas rare de tomber sur des dealers ou des bandes de jeunes armés. C'est pour fumer du crack. Tout d'un coup, des éclats de voix. Y a quelqu'un? Fausse alerte, c'est la voisine, Ramona Arnold. Elle habite la deuxième partie de la maison. C'est le problème avec ces maisons mitoyennes. Je suis clouée ici. Vous croyez que quelqu'un va acheter une maison dans cet état? Quand je suis chez moi, j'entends de drôles de bruits de l'autre côté de la cloison. Ça me fait peur. Peut-être que des gens vont entrer chez moi et m'attaquer. Nous allons vous aider. Avec l'aide de la ville, nous allons rénover la maison et la revendre à un prix raisonnable. Bientôt, elle sera à nouveau habitée. Comme ça, vous n'aurez plus peur dans votre propre maison. Mais Brian Eisenberg sait bien que son pays mettra longtemps à digérer la crise financière. Une crise antérieure au mandat d'Obama. Avec George Bush, c'était facile. J'applique le programme standard des républicains, j'envoie des GI partout et je gagne plein d'argent. Puis Obama est arrivé, tout le monde était optimiste. Mais c'est comme au théâtre, on ouvre le rideau et qu'est-ce qu'on découvre? Un champ de ruines. Obama a fait beaucoup de choses pour aider les gens, pour qu'ils puissent conserver leur logement. Tout ça, ce n'est pas la faute de Barack Obama. C'est son prédécesseur Bush qui a cassé la tirelire. Bienvenue sur Vocalo, il est 9h25. Nous souhaitons la bienvenue au Dr Koya Paz. Bonjour. L'élection présidentielle est pour bientôt. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, le plus simple, c'est de montrer du doigt le président noir et de dire « tout est de sa faute ». Oui, c'est tout à fait ça. Koya Paz est professeure de sociologie, elle vient souvent au micro de Brian Babylon. Je suis sûre qu'il y a un fond de racisme derrière tout ça. Je suis convaincue que si Obama n'était pas noir, il n'y aurait pas une telle mobilisation des forces de droite contre les démocrates. Depuis l'élection de Barack Obama, il y a comme un effet de saturation vis-à-vis des Noirs. Quand les Blancs voient un joueur de basket comme LeBron James, ils disent « ouais, ça va, on en a assez vu ». Peut-être que certains ont peur que les Noirs prennent le dessus dans ce pays. Bienvenue au Heartland Café, le fief de la gauche à Chicago. Tous les samedis matins, Michael James, le père de Koya Paz, organise des débats, retransmis en direct. L'engagement politique de James a commencé sur les barricades en 1968. Aujourd'hui, il se considère démocrate progressiste. Il suit la carrière d'Obama depuis le début. Je crois que les photos sont là. Quand Obama était sénateur de l'Illinois,
Il venait aussi au Heartland Café. Son charisme enthousiasmait ses auditeurs. Quand Obama a présenté sa candidature, on était tous derrière lui. On le connaissait bien. Et quand il a été élu, ça a été comme si on nageait dans une vague de bonheur. Aujourd'hui, on se trouve un peu à sec. Il a pris beaucoup de décisions qui nous ont heurtés. Regardez par exemple, comment ça se fait que nos soldats sont encore en Irak ou en Afghanistan? Pourquoi le pays ne s'est-il pas encore doté d'une caisse d'assurance maladie ou d'une couverture médicale minimum pour tous? Sa fille est également au rendez-vous. Koya Paz est venue débattre avec les clients du Heartland Café. Elle présente une pièce de théâtre, Les Américains. Une production qui l'a amenée à faire des centaines d'interviews dans les rues de Chicago pour parler de choses et d'autres et du président. Les électeurs qui étaient encore pro-Obama il y a quelques mois sont majoritairement passés dans le camp des déçus. De plus en plus de gens perdent espoir. Comment allons-nous sortir de la crise? J'ai été très surprise de voir à quel point ceux que j'ai interviewés ont perdu tout espoir. Parmi les critiques les plus virulentes du président Obama, il y a Mary Ellen Croteau. À la fois artiste déjantée et observatrice des réalités sociales, Mary Ellen vit également à Chicago, dans le West Side. Dans sa galerie, elle invite d'autres artistes engagés. Elle est particulièrement déçue par Obama parce qu'elle a énormément cru en lui. Une véritable bouffée d'air après 8 ans de présidence Bush. En 2008, Obama avait le monopole du cœur et maintenant il fait l'unanimité contre lui. Il a tout raté, presque tout ce qu'il a fait a raté. Les guerres, les États-Unis sont engagés dans plus de conflits qu'avant, le secteur financier ensuite, les banques peuvent faire à peu près ce qu'elles veulent, comme l'industrie du pétrole. Rappelle-toi Deepwater en 2010, la marée noire, ça aurait été une super occasion. Mais non, rien. C'est comme pour la crise financière. Il a fait quoi? Il a tourné Kazakh et s'est rangé du côté des multinationales au lieu d'aider les petites gens. Ce n'est pas en capitulant devant les problèmes qu'il va se faire réélire. Il faut qu'il se batte s'il veut faire un second mandat. Ceux qui ont voté contre lui en 2008 vont voter à nouveau contre lui. Ils sont motivés, eux. Par contre, ceux qui ont voté pour lui resteront chez eux le 6 novembre 2012. Parce qu'ils ne sont pas motivés. La campagne a commencé avec un nouveau slogan, 2012, 2012. Les t-shirts sont déjà en vente dans les rues de Chicago. Et malgré l'affluence, les gens ne se bousculent pas pour acheter. Barack Obama est un produit difficile à placer. Un festival de jazz dans le quartier universitaire de Hyde Park. Ici, les affaires marchent un petit peu mieux. C'est là que le président habite avec sa famille quand il n'est pas à la Maison-Blanche. Succès assuré, donc. Si vous voulez participer à la campagne, inscrivez-vous. Donnez-nous votre adresse. Moi, je m'inscris. J'aime Barack Obama. C'est mon papa. Moi aussi, je veux participer à la campagne. Et tu ferais quoi? S'ils ont besoin d'aide, ils n'ont qu'à m'appeler. C'est génial, merci. Vous voyez, j'aime Obama. Tout le monde aime Obama. Il est avec nous. Rappelez-vous de ce moment en 2008, quand vous avez appris que Barack Obama était élu. Un moment qui a réellement changé l'Amérique. Un moment qui est entré dans l'histoire. Un moment qui nous semblait totalement impossible. Alors maintenant, je vous dis, c'est vrai que nous avons des difficultés, mais nous devons nous battre pour atteindre notre objectif. Nicole Mitchell est musicienne, mais elle sait aussi parler aux foules. Pour ce festival de jazz, elle dédicace toute une série de ses chansons à la première dame, Michelle Obama. Dans le quartier de Hyde Park,
presque tous les habitants sont des fans du couple Obama. Barack et Michelle, un symbole fort du miracle américain. Ici, la cafétéria Valois propose à ses clients un menu spécial Obama. Le salon de coiffure où le président vient de temps en temps a créé un sanctuaire avec la chaise du président bien protégée par du plexiglas, idéal pour faire venir les touristes. Mais il suffit de faire quelques kilomètres pour tomber dans les ghettos noirs. Et là, inutile de chercher, vous ne trouverez pas de touristes. À 10 minutes à peine d'ici, les quartiers sont un vrai paradis. Tout est propre, les enfants vont dans les meilleures écoles de la ville. Et ici, regardez l'état de notre école. Elle est à moitié en ruine. Les aires de jeu ressemblent à des dépotoirs. Quelle honte. Et puis, vous savez, autour de la Maison-Blanche, ce n'est pas plus reluisant. Washington est la ville des contrastes, avec des quartiers incroyablement pauvres. Pas moyen de faire 500 mètres sans se faire piquer son portefeuille. La situation est grave, très grave, désespérée. Oui, il a raison. Je n'ai pas de solution et Barack non plus. Tous ceux qui ont voté Obama en 2008 espéraient des solutions à ces problèmes. Mais il ne s'est pas passé grand-chose. Obama a reçu le prix Nobel de la paix. Pour notre coiffeur, cela ressemble plutôt à une mauvaise blague, quand on sait combien de soldats américains ont été envoyés en Afghanistan ces 2 dernières années. Franchement, je comprends pas. Il envoie 30 000 soldats faire la guerre et on le récompense avec le prix Nobel. Pour moi, ça ne colle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réforme du système de santé. Mais ça n'avance pas du tout. Aucun progrès, c'est ridicule. Point de vue surprenant pour un observateur extérieur. La réforme du système de santé est pourtant le plus grand succès de la présidence Obama. Suite à de longs débats et de nombreux compromis, il a réussi à faire adopter par le Congrès un système d'assurance maladie pour tous. Le système est en place, mais il faudra compter encore 3 ans pour qu'il soit appliqué à 95% des Américains. La misère sociale, la pauvreté, Barack Obama sait ce que c'est. À 25 ans, il a travaillé dans les quartiers difficiles de Chicago. Il a aidé les habitants d'Altgeld Gardens à faire les démarches pour le désamiantage de leur logement. Dans ce même quartier, nous rencontrons Cheryl Johnson, militante des droits citoyens, et Tony Brown, infirmier spécialisé. Ces 2 acteurs de la vie sociale savent bien qu'ici, dans les quartiers pauvres, personne ou presque n'a de couverture médicale. Sur ce mur, des centaines de noms, des habitants du quartier morts de maladies graves. Si je vous disais combien de nos concitoyens vivent sans assurance, vous n'y croiriez pas. Ces gens-là n'ont pas les moyens de se faire soigner. Je connais une femme qui vient de mourir du cancer. Elle n'a pas survécu à toute cette pollution, à tous ces produits chimiques. Ici, tout le monde respire les mêmes saloperies. Une assurance maladie, vous n'y pensez pas. C'est beaucoup trop cher. Je suis infirmier. Je m'occupe de personnes handicapées. Dans notre pays, quand on ne fait qu'un certain nombre d'heures par semaine, l'employeur ne paie pas d'assurance. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas dans notre pays. Regardez en Europe, tout le monde a une assurance maladie. Cheryl Johnson travaille dans des locaux totalement vétustes. Voilà 20 ans qu'elle se bat au sein d'une petite ONG sans aucun moyen financier, ou presque. Son but ? Tenter de protéger les habitants du quartier contre la toute-puissante industrie chimique. Sur les murs de son bureau, une citation célèbre de Martin Luther King, « I have a dream ». Et la réponse que l'on attendait d'Obama, « I am the dream ». Mais il semble que le rêve soit terminé. Journée porte ouverte au gymnase du quartier Altgeld Gardens. La plupart des services sociaux ou médicaux sont proposés ici par des organisations caritatives. L'assurance maladie est hors de portée de nombreux citoyens américains, pas seulement les habitants des ghettos noirs. Dans les quartiers des classes moyennes, de plus en plus de familles sont contraintes de se rendre dans les dispensaires gratuits. La crise financière, le fardeau des crédits ont laissé des traces. Ce stylo est à moi, mais je te le donne. Tu es un farceur. Charles Martinez et George Maltezos sont tous les 2 médecins. Ils se connaissent depuis la maternelle.
Arrivés en fin de carrière, ils ont décidé de fonder ce dispensaire dans un pays où 50 millions de personnes n'ont aucune couverture médicale. Vraiment, nous n'arrivons pas à comprendre comment une telle chose est possible dans un pays comme le nôtre. C'est pourquoi nous avons pris cette initiative pour rétablir un peu de justice sociale. Les sondages montrent que dans un rayon de seulement 20 minutes à pied d'ici, près de 180 000 personnes vivent sans aucune couverture médicale. Et c'est seulement une question d'argent. Si nous n'étions pas là, ces gens ne verraient jamais de médecin. Sans un dispensaire comme celui-ci, de nombreux patients mourraient de maladies pourtant connues et faciles à contrôler, comme le diabète. Je crois que ces gens-là ne savent même pas à quel point nous leur sommes reconnaissants. Si la réforme du président Obama suit son cours, 95% de la population américaine devrait profiter d'une assurance maladie dans 3 ans. Mais les groupes pharmaceutiques et les compagnies d'assurance font tout pour l'empêcher. Le lobbying contre la réforme du système de santé est énorme. Ce sont des très grandes puissances. Je ne sais pas si le président pourra s'imposer. Nous espérons que tout ça va marcher, sinon nous n'aurons plus qu'à fermer la boutique. C'est vrai, tout serait fini, terminé. Dans des quartiers pauvres comme Irving Park, comme dans les ghettos noirs, le succès ou l'échec du projet d'Obama aura de très importantes conséquences. Avec la crise, de plus en plus de familles sont menacées par le chômage et la pauvreté. Autant de personnes qui n'auront bientôt plus les moyens de financer une protection sociale. Et avec l'augmentation du chômage, ils sont nombreux à exprimer leur désespoir sous forme de violence urbaine. Philip Jackson, militant des droits des citoyens noirs, donne tous les samedis des cours de lecture aux enfants des quartiers. Sur les murs de son bureau, une immense affiche, comme une lettre ouverte, un appel à l'aide lancé au président. Chacun de ces drapeaux représente un jeune assassiné au cours des 2 dernières années. Tous ces jeunes Américains sont morts, assassinés à quelques centaines de mètres du domicile du président Obama. Quel gâchis! Alors on envoie de l'argent aux 4 coins du monde pour aider les autres. Mais ces assassinats se passent ici, à Chicago, au cœur de notre pays. Pourquoi on n'aide pas les citoyens américains? S'il est vrai que Chicago reste le bastion de Barack Obama, de plus en plus de citoyens trouvent qu'il n'en fait pas assez. Pour beaucoup d'Américains, Brian Babylon a hélas trouvé le ton juste dans ses imitations. I won't say yes we can. I won't say no we can't. But what I will say is maybe. Maybe we can. That should be my new campaign slogan in 2012. Maybe we can.